dans le cadre de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord de vous parler des résultats de l'enquête sur les maternités liberté qui a été réalisée par la Chambre d'agriculture de Bretagne dans le cadre des actions de track aux innovations du Lit Westerel. Puis, on aura 3 témoignages d'éleveurs. Donc, le premier témoignage, il s'agit de Bruno Bergotte, qui vous parlera de son système de maternité liberté en utilisant un système du commerce et qui pratique également la sociabilisation précoce des porcelets. Puis, nous aurons le témoignage de Dominique Gauthier, qui, elle, utilise une maternité liberté prototype avec une lactation en groupe. Et enfin, le témoignage de Pierre Morfoas et de Noémie Schluder, qui, eux, ont une maternité liberté de type Physior et donc avec un accès à des courettes extérieures. Donc, je vais laisser Nicolas prendre la parole pour vous présenter les résultats de l'enquête réalisée par la Chambre de Bretagne. Donc, bonjour à tous. En effet, dans le cadre de la track on the innovation du Lit Westerel, on a mené une enquête auprès d'éleveurs équipés de cases de maternité liberté. Donc, on se place, c'est sûr, dans un contexte actuel avec de fortes attentes, surtout sur la contention, hein. On connaît l'initiative citoyenne européenne End the Cage Age avec ses nombreuses signatures dans les pays, dans les différents pays européens. Et c'est aussi, si on regarde l'Eurobaromètre spécial 533 qui est sorti en octobre 2023, la fin des cages individuelles pour les animaux, en fait, c'est une préoccupation des Français pour 94% d'entre eux. Et en parallèle de ça, on a aussi les opinions scientifiques de l'EFSA donc, qui ont sorti un rapport sur le bien-être des porcs en élevage et une filière qui s'engage avec la RSO de Inaport avec un objectif pour 2035 qui était 50% détruits en bâtiments liberté. Que ce soit verraterie ou maternité, et dans les actions pour y parvenir, 100% des nouveaux bâtiments à partir de 2025 qui inclut de la mise en liberté détruits dans leur conception. Donc, autre point de contexte, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de réglementation européenne sur la contention en production porcine détruite, sauf en production biologique. Donc, on a une interdiction pour certains pays, que ce soit actuel ou à venir. C'est le cas de la Suède, la Suisse, la Norvège, de l'Autriche et de l'Allemagne. Et on a aussi des truies libres dans certaines initiatives pour une partie de la production. Par exemple, c'était 10% des truies au Danemark, c'était des truies libres dans des cahiers des charges aux Pays-Bas. Et en France, on n'a pas d'obligation en production conventionnelle, mais un engagement de la filière. Donc, dans ce contexte-là, on s'est posé la question, comme on n'avait pas de réglementation, de comprendre les choix et motivations des éleveurs, de décrire un peu les équipements et pratiques de ceux qui se sont installés avec des cases de maternité liberté et de mettre en évidence, si possible, des déterminants de performance. Donc, on voyait qu'il y avait quand même des points positifs à l'absence de réglementation, qui étaient l'adaptation possible et un choix des éleveurs. Donc, on avait 12 modèles de cases présentés au SPACE 2022, par exemple, et cette année encore, on avait de nombreux modèles présentés avec des nouveautés. Mais par contre, un point assez négatif qui était qu'il n'y avait pas de normes de surface et de conduite, et donc des risques en cas de normes supérieures pour l'adaptation. Donc, l'enquête, elle a concerné 29 élevages naisseurs-engraisseurs du Grand Ouest, de nombreux groupements de producteurs de porcs. Ils étaient tous en maternité liberté qu'on peut trouver actuellement dans le commerce, c'est-à-dire de la maternité liberté finalement sur caillebotis et en bâtiment. Sur ces 29 élevages, on avait 19 élevages qui étaient spécialisés en production porcine et les autres qui avaient une autre production. Ils avaient en moyenne 2,8 ans d'expérience avec leur case de maternité, un cheptel compris entre 100 et 450 truies, et en moyenne 53 places en liberté. On avait une conduite 7 bandes qui était majoritaire, mais aussi des conduites 4 et 5 bandes qui étaient représentées, et majoritairement du sevrage 28 jours pour 2 tiers.
Et ce qui est intéressant aussi, c'était que la majorité finalement des éleveurs qui étaient installés en maternité liberté, c'était dans du bâtiment neuf. Donc 25 bâtiments neufs pour 29 enquêtes, et que toutes les rénovations avaient lieu dans des bâtiments de moins de 10 ans. Donc la première question, c'était de savoir pourquoi les éleveurs finalement étaient allés sur de la maternité liberté alors qu'il n'y avait pas de réglementation. Donc la principale raison, en fait, c'était une crainte des éleveurs, une crainte d'une évolution réglementaire, une crainte d'une restriction d'accès au marché. Donc on a 20 éleveurs qui nous ont évoqué cette crainte, dont 9 spontanément. Et souvent, ce qui revenait, c'était l'exemple des œufs de poule en cage. On ne veut pas se retrouver comme les éleveurs de poules, en fait, qui ont fait des investissements pour faire des cages aménagées et qui se retrouvent à plus pouvoir écouler la production. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on leur a posé la question de savoir, ils étaient libres de répondre ou non, mais de savoir si pour eux, la case qu'ils avaient installée, elle répondait à la demande sociétale sur la liberté des animaux. Et en fait, il n'y en a que la moitié de ceux qui ont répondu. Donc, on a eu 16 réponses sur cette question. Et il n'y en a que 8 qui considèrent que les cases répondent à la demande sociétale. Et en fait, ce que les éleveurs nous expliquent, c'est que les visiteurs, pour certains qui faisaient des visites, ils n'étaient pas convaincus, sauf ceux qui avaient connu l'élevage avec des cases bloquées, ou d'autres encore qui nous disaient que bah, tant qu'il n'y aura pas de paille, ça sera compliqué de défendre ce type de case-là vis-à-vis du grand public. Alors, avant d'installer ces cases-là, on a eu 93% des éleveurs qui ont fait des visites dans différents élevages, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on avait quand même une bonne partie des éleveurs qui avaient des craintes, et des craintes vis-à-vis des pertes par écrasement, mais aussi de la gestion de ce nouveau système ou de la sécurité avec des animaux en liberté. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que sur les 29 élevages qu'on a pu enquêter, on avait une diversité de modèles de cases qu'on a pu regrouper en 5 modèles de cases différents en fonction de la façon dont s'ouvrent les bas-flancs, de la façon dont la case est faite, position de l'auge, position du nid, donc qui sont répartis comme vous l'avez sur l'illustration. On avait 9 équipementiers différents pour toutes ces cases, et le prix moyen à la place était de 6 320 € pour un bâtiment neuf. Alors, il faut savoir que c'était des bâtiments qui sont sortis de terre entre 2017 et 2023, et qu'actuellement, quand on estime le coût de la place, on est plutôt autour de 8 à 10 000 € la place en maternité liberté, que 6 320 €. La surface moyenne des cases, elle était de 6,6 mètres carrés. Et plus les cases étaient faites récemment, plus elles se rapprochaient en fait de 6,5 mètres carrés, qui est aussi ce qui était sorti dans la réglementation allemande. Et sur ces cases de 6,6 mètres carrés, en général, on avait 4 mètres carrés disponibles pour la truie, soit en moyenne 58% de la surface disponible. Et quand on demandait aux éleveurs pourquoi ils avaient choisi un modèle de case plutôt qu'un autre, en fait, les critères de choix, ils étaient plutôt liés aux conditions de travail, sur la facilité d'utilisation, sur la possibilité de surveiller les animaux, sur la sécurité, mais également vis-à-vis des animaux. Donc, on a plusieurs éleveurs qui nous ont répondu que c'était l'espace pour la truie qui les avait guidés pour le choix d'un modèle de case. On a aussi des éleveurs qui ont choisi un équipementier ou un modèle de case pour la solidité éprouvée du matériel, et en lien avec des truies libres qui pouvaient jouer beaucoup plus avec le matériel. On a demandé également aux éleveurs combien de temps ils avaient mis pour s'adapter finalement à leur nouvelle maternité, parce que c'est une question, ils avaient une crainte justement sur cette adaptation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un nombre important d'éleveurs qui sont toujours en expérimentation, donc qui testent toujours des nouvelles conduites pour trouver une conduite la plus adaptée à leur élevage. En majorité, c'est une adaptation qui dure entre 4 mois et 1 an et demi, même si on a des éleveurs qui ont mis plus de 3 ans avant de trouver une conduite en routine, et d'autres pour qui l'adaptation s'est faite quasi immédiatement. Et même s'il y a cette phase de transition, au final, le changement de pratique est assez minoritaire. On a
2 éleveurs qui nous ont dit qu'ils avaient changé de pratique en lien avec la liberté. Mais si on regarde les réponses, en fait, c'est d'autres choses que la liberté, puisque c'est un arrêt du meulage des dents ou un changement vis-à-vis des protocoles de vaccination. Au niveau de tout ce qui est contention, en fait, on a une situation détruite qui peut être libre ou bloquée à l'entrée. Donc, on a environ 2 tiers des éleveurs qui laissent les truies libres à l'entrée et le blocage se fait majoritairement le lundi de la semaine de Misbah. Et 11 éleveurs qui bloquent leurs truies à l'entrée en maternité. Et le critère en fait qui revient pour expliquer ça, c'est une hygiène de la case qui est mauvaise au moment de la Misbah. Pour la libération, elle se fait entre 0, en fait, on a eu un éleveur qui n'avait pas de contention détruite et 20 jours de contention, donc en moyenne autour de 7 jours. Pour 11 éleveurs, c'est un jour fixe de la semaine. Je libère toutes mes truies le jeudi ou je libère toutes mes truies le mardi, ce qui permet une certaine organisation du travail. Et pour 18 éleveurs, c'est un jour variable. Alors, soit ça peut être 5, 6, 7 jours après la mise bas, soit c'est adapté à vraiment chacun des animaux, chacune des portées. En regardant l'état des porcelets, on choisit de libérer ou non la truie pour que les porcelets soient suffisamment vigoureux. Et en fait, ce choix de moment de libération, quand on s'intéresse aux réponses, il est extrêmement lié finalement à la sensibilité aux pertes par écrasement. On a des éleveurs qui ont décidé de libérer à 7 jours, par exemple, qui ont trouvé que leur performance était bonne. Ils ont gardé cette conduite et ils n'ont pas essayé de réduire la contention, par exemple, alors que des éleveurs qui ont essayé de libérer à 4 jours et qui ont eu des problèmes d'écrasement, en fait, ont préféré retarder. On a souvent eu des contentions plus longues, des tests de contention plus longues, mais rarement des tests de contention moins longs. Un deuxième point de la conduite aussi qui ressort, c'est la création d'une double ambiance avec une zone fraîche pour la truie avec des températures entre 19 et 22 degrés et une zone chaude pour le porcelet au niveau du nid. Et d'ailleurs, les éleveurs sont équipés pour une majorité, donc 2 tiers d'un nid ou d'une niche fermée. Il y en a 9 aussi qui n'ont pas d'équipement particulier et qui considèrent qu'ils arrivent à maintenir cette double ambiance-là. Le point assez négatif qui ressort aussi, c'est souvent l'été où la température est plus élevée, les truies se laissent plus facilement tomber quand elles se couchent et les porcelets sont souvent couchés dans la zone de la truie, donc potentiellement plus de risques d'écrasement. Au niveau des truies, on avait 5 fournisseurs de truies et majoritairement des génétiques large white Landrace classiques. Et finalement, on avait un changement de génétique qui était assez minoritaire dans les éleveurs qu'on a enquêtés, avec seulement un tiers des éleveurs qui ont changé la génétique en lien avec la liberté. Et sur ceux qui ont gardé le même troupeau en passant à des cases liberté, il y en a la moitié qui notent un changement de comportement des truies, qui est souvent positif. Les truies sont plus calmes, plus mobiles, elles consomment mieux leur aliment, elles allaitent mieux, mais qui peut aussi être parfois négatif, comme des truies qui défendent beaucoup plus les porcelets, ou un éleveur qui nous a dit la truie sait qu'elle va être mise en liberté, donc le jour de la libération, elle a tendance à forcer sur la cage, et ça peut être un peu dangereux. Et ce qu'on note aussi en lien avec les animaux, c'est qu'il y a beaucoup plus d'observation des animaux, puisque on a plusieurs éleveurs qui nous disent qu'ils font de la surveillance maintenant plus par plaisir, alors qu'avant c'était plus de l'obligation pour vérifier qu'il n'y avait pas de porcelet écrasé. On s'est intéressé également à tout ce volet dans une perspective One Welfare, tout ce volet conditions de travail. Et au niveau des conditions de travail, on a 27 éleveurs, donc la majorité, qui ont noté une évolution, souvent beaucoup plus positive. Donc un bâtiment plus agréable, plus efficace, plus lumineux, un lavage plus facile, plus agréable.
Mais il faut faire attention parce que les éleveurs nous le disent d'ailleurs, on est dans un bâtiment neuf bien souvent ou dans un bâtiment assez récent. Donc faire la part des choses entre la liberté et les bâtiments plus récents est assez compliqué. Par contre, sur le temps de travail, c'est assez contrasté. On a des éleveurs qui notent une évolution, d'autres pas du tout. Ce qui ressort de toute façon pour une majorité d'éleveurs, c'est que le lavage est plus long. Et souvent, en fait, il n'y a pas d'évolution du temps de travail parce que le temps qui est gagné sur certaines tâches est réinvesti dans d'autres. Par exemple, des éleveurs qui sont passés d'un nourrissage à la main détruit à un nourrissage en automatique en ont profité pour faire peut-être un peu plus de surveillance. Et d'autres éleveurs investissaient le temps sur du lavage. Ce qui gagnait au niveau du sevrage était réinvesti sur le lavage et ainsi de suite. On a également demandé aux éleveurs de faire une analyse finalement multicritère de leur case. Donc avec des questions sur les animaux, sur le travail et sur les équipements. Et ils devaient noter entre 0 qui était très mauvais et 3 très bon, comment ils trouvaient le comportement et le bien-être de leurs animaux, leurs conditions de travail et leurs équipements. Et ce qui ressort le plus positivement au final, c'est la facilité d'utilisation globale et les mouvements des animaux. L'entrée de la truie dans la case, le transfert de la truie au sevrage. On a également la contention et la facilité à libérer la truie. Alors, ce n'est pas forcément étonnant puisque finalement, les modèles de case, ils ont été choisis pour faciliter le travail. Donc, le fait que la facilité d'utilisation ressorte positivement, c'est assez logique. Par contre, en points qui ressortent négativement, on a tout ce qui est intervention sur les porcelets quand la truie est libre et accessibilité des porcelets quand la truie est libre. En effet, on a une surface de casse qui est beaucoup plus importante, donc aller attraper un porcelet avec une surface de casse plus importante, c'est plus difficile. Et on a également le temps de lavage de la case qui ressort négativement avec souvent un temps plus long pour laver un même nombre de cases. Donc finalement, cette enquête, elle nous a montré plusieurs choses. C'est qu'il n'y avait pas de lien évident finalement entre la réussite en maternité liberté et les équipements, mais on a quand même des conduites communes sur la libération, la contention et sur la mise en place d'une double ambiance. Qu'on avait de toute façon, et ça c'est un message important, un temps d'adaptation pour stabiliser les pratiques, et que souvent ces pratiques, elles sont adaptées à l'observation des animaux. Et finalement, le dernier message, c'est que tous les éleveurs qu'on a pu voir étaient globalement satisfaits par rapport au concept de maternité liberté, même s'ils avaient des petits aménagements à faire sur leur matériel ou sur leur conduite, la satisfaction dominait. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être s'il y a une ou deux questions, mais j'en ai pas vu dans le chat. Non. Ok. Bon, au pire, du coup, ce sera possible de les poser aussi à la fin si jamais il y a des questions sur l'enquête. Donc, pour faire la transition du coup entre l'enquête réalisée par la Chambre et les différents témoignages, l'idée des témoignages, ça va être que les éleveurs vous présentent leur système, puisque c'est trois systèmes différents, et répondent à différentes questions en lien justement avec cette enquête, donc notamment sur le temps de travail par exemple, ou la facilité de travail avec les truies. Donc, le premier témoignage, il s'agit du témoignage de Bruno Bergotte, mais je crois qu'il a eu des soucis de connexion. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par Dominique, si c'est OK, Dominique. Et donc, on reviendra sur le témoignage de Bruno un peu plus tard s'il arrive à se connecter. Du coup, Nicolas, oui, merci. Donc, déjà, merci Dominique. Dominique va vous présenter son système de maternité liberté. Donc, il s'agit d'un système de prototype qu'elle a réalisé sur son élevage et qui intègre la lactation en groupe.
Du coup, Dominique, est-ce que pour commencer, vous pouvez décrire rapidement votre élevage et puis nous dire depuis combien de temps vous êtes passé en maternité liberté et sur combien d'animaux, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Sur notre élevage, on a un élevage naissant-agresseur de 600 truies. Donc, en conduite 7 bandes avec un sevrage 28 jours. Et donc, je suis associée avec mon mari. Et l'année prochaine, il y a notre fille qui nous rejoint sur la ferme. Et notre fils, elle va s'installer l'année prochaine. Et notre fils nous a rejoint en tant que salarié depuis 1 an. Et on a une équipe de salariés autrement. On a également 230 hectares de terre qui nous permettent de nourrir en partie l'élevage. En ce qui concerne la maternité liberté, notre parc de bâtiments actuellement est assez vieillissant et ayant nos enfants qui vont reprendre la suite, et bien du coup les projets se sont mis en route et le projet c'est de reloger l'ensemble de nos truies. Donc on a fait énormément de visites en Bretagne, en France, à l'étranger, pour se faire une idée de savoir vers quoi il faut aller. Et d'emblée, la Truie Liberté nous parlait. Au travers de toutes les visites que nous avons faites, nous sommes arrivés à un système qu'on a imaginé, vraiment quelque chose qui n'existait pas. Un premier témoignage d'éleveur qu'on avait eu, il nous disait, moi je trouve que on assiste trop nos animaux. Ils sont pas assez autonomes, on fait tout pour eux et il faut qu'on leur redonne plus d'autonomie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, nous, ça nous a parlé. Et deuxième visite qui nous a marqué, on est allé visiter la station de l'INRAE de Rouillé dans les Deux-Sèvres. Donc c'est une station qui est en bio. Donc et on a visité la maternité. Et dans cette maternité, ils avaient 12 places de maternité. Et au moment des mises bas, ils faisaient des tests, ils bloquaient 6 truies pour la mise bas et les 6 autres truies faisaient leur mise bas en totale liberté. Et là, le responsable de la station de Rouillé nous a dit, quand lui, il fait les résultats de bande, et ben, c'est surprenant, mais ce sont les truies qui ont mis bas en totale liberté sans contention qui apportent les meilleures performances. Alors là, clairement, quand on est ressorti de là, ça nous a un peu retourné le cerveau. Et il nous disait aussi, mais j'ai du mal avec mon chef de maternité à lui faire comprendre que la non-contention est plutôt bénéfique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en non-contention, au moment de la mise bas, les pertes sont plus impressionnantes, mais après, ça se cale. Il y a beaucoup moins de pertes. Et avec les truies qui ont mis bas en contention, les pertes sont plus régulières le long de la lactation. Et donc, pour finir, il y a plutôt moins de pertes sur les truies qui n'ont pas mis bas en contention. Alors, nous, on s'est dit, eh bien, si c'est ça, il faut qu'on teste. Alors, de retour à la ferme, on a imaginé une non-contention et on a voulu aussi tester la lactation collective. Alors, c'est la première chose qu'on a testée. Donc, dans un premier temps, on avait aménagé dans nos post-sevrage une case pour pouvoir recevoir 2 truies avec leur porcelet une semaine après la mise bas. Donc ça, on a fait pendant quelques bandes et on a validé le fait que 2 truies peuvent allaiter ensemble avec leur porcelet. Ça marchait. Et après, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on teste la mise bas sans contention. Donc, on a aménagé dans nos maternités 2 cases pour faire de la mise bas sans contention.
Donc, le système, c'est les truies arrivent en maternité, elles sont ensemble jusqu'à 2-3 jours avant la mise bas. 2-3 jours avant la mise bas, on les sépare par une barrière qui sépare la case en deux. Elles mettent bas de manière individuelle, sans contention. Et ensuite, au bout de 4-5 jours de vie des petits, on réouvre la barrière de manière à ce que les deux portées, les deux truies soient ensemble et qu'elles aient plus d'espace pour marcher. Donc, on a travaillé avec ce petit prototype fait maison là pendant une bonne année. La problématique qu'on avait, c'était qu'on ne pouvait pas gérer les températures de salle, dans le sens où on avait des truies bloquées qui étaient à côté. Donc, il fallait une température de salle pas trop basse. Alors là, on s'est dit, et donc on avait, les porcelets avaient du mal à trouver le nid. Alors là, on s'est dit, il faut absolument qu'on aménage une salle complète, de manière à gérer une ventilation adaptée pour les truies et pour les porcelets. Et donc, en février 2023, on a mis en place 2 petites salles qui avaient à l'origine 10 places de truies en bloqué et on a réussi à mettre 8 truies en liberté. Le système, donc, dans chaque salle, on a 2 groupes de 4 truies. Quand elles rentrent en maternité, elles sont en liberté. Ben là, on voit bien sur les photos. Quand elles rentrent en maternité, toutes les barrières sont ouvertes. Et donc, elles sont en liberté, toutes les 4. Et voilà, elles ont quoi s'occuper et marcher comme elles veulent, se mouvoir comme elles veulent. Le week-end, juste avant la mise bas, on ferme les barrières de manière à ce qu'elles soient individualisées, chacune dans une case avec un nid à porcelet. Elles mettent bas. Dans la salle, on met une température au moment de la mise bas avec une consigne à 23 degrés. Et dès que toutes les mises bas sont terminées, on descend à 19 degrés. De manière à ce que les porcelets aillent dans le nid où il fait 28-29 degrés. Et plus la température est basse, en fait, mieux ça marche. Au moment de la mise bas, eh bien, les truies se débrouillent toutes seules. On met plus de lampes, hein, parce que c'est pas possible de mettre des lampes. Plus de carton, on ne nettoie pas les cases. Du fait qu'elles marchent dans la case, ben, tout est propre. Donc voilà, les truies se débrouillent. C'est assez simple. Et la réussite du système, il faut que les petits porcelets trouvent rapidement le nid, où il fait chaud. Dans le nid, on aime bien mettre pas mal de copeaux au moment de la mise bas pour que ça soit un peu plus confort. Voilà, on voit bien les petits dans le nid. Voilà. Ce qui est important dans le système, c'est d'avoir les barres anti-écrasement que vous voyez sur le côté. On a voulu tester sans barre anti-écrasement, bah, c'est pas la peine, ça marche pas. Voilà. Les points, oui, Oui. ouais. J'allais dire, Dominique, si vous le souhaitez, on peut passer une petite vidéo parce qu'on a eu de la chance de tomber sur le jour de la mise bas et du coup, ça va vous permettre un peu de vous appuyer sur les images pour décrire un peu plus en détail votre système et que les personnes présentes ici puissent voir un petit peu le jour de la mise bas, comment ça se déroule. Ok. Donc peut-être là avec la description du premier, Alors ça, de la ouais, première. ça ce sont nos cases fait maison prototypes, donc les 2 trucs qu'on mettait en même temps. Et ça c'est la salle entièrement équipée où les températures sont beaucoup plus basses. Donc là, la truie, elle a mis bas la veille et donc on voit bien les petits porcelets qui sont dans le nid. Et puis là, il y a une tétée qui se prépare et ils vont bientôt tous arriver.
Au niveau du sol, alors ça c'est la grosse problématique, hein, le sol. Le choix n'est pas encore finalisé. Là, on a mis du caillebotis béton avec du caillebotis fil autour pour améliorer le passage des déjections. Le caillebotis béton est abrasif quand même pour les petits porcelets. Donc, c'est un petit peu le point négatif. Sinon, la case quand même reste propre. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les autres difficultés que vous avez pu rencontrer et puis surtout l'impact sur la conduite d'élevage et les performances zootechniques? Mm. Alors, il y a les points négatifs qu'on a. Il faut avoir une vigilance envers les truies au moment de la mise bas. Les 24 premières heures, faut faire attention. Donc, c'est là la sécurité de l'éleveur qui est un petit peu mise en cause. Mais à l'inverse, je dirais que le point positif, moi, que je trouve dans le système, c'est que le rapport homme-animal a totalement changé. Parce que il faut absolument qu'on ait confiance dans nos animaux et que nos animaux aient confiance en nous. Donc, eh bien, on doit être beaucoup plus proche de nos animaux que dans un système en contention. Et en fait, moi, quand je retrouve, découvre parce que c'est la première fois que je travaille avec des truies en liberté. En fait, le, le rapport éleveur-animal qui est vraiment intéressant. Euh, voilà, mais c'est juste au moment de la mise bas, il faut quand même être méfiant. Mais la majorité des truies, il n'y a aucun problème. Il y en a certaines qui sont vraiment très maternelles et qui protègent leur porcelet. Donc là, bon, ben, faut le prendre en compte. Autre point négatif sur les sols, je reviens un peu sur les sols. Vous voyez sur la photo en haut à gauche, on a un sol plat en béton. Au travers de nos visites, notamment dans les pays nordiques, là au Danemark, on s'est rendu compte qu'ils avaient une obligation d'avoir une partie de sol plat. Donc on s'est dit, ben, il faut qu'on teste. Bon, honnêtement, on n'a pas validé le système. Quoi, voilà, c'est sale. Les porcelets souffrent. On a, au moment du sevrage, sur la partie sol plein, on a un poids de sevrage inférieur à ceux qui sont sur caillebotis. Donc, voilà, on va enlever les sols pleins. C'est dommage, mais ça marche pas. Il faut du caillebotis. Alors, on va peut-être mettre une petite partie, réduire le sol plein, mais on va pas mettre autant que ça. Ça, c'est sûr. Mais on est toujours en réflexion hein, sur le sol. Sinon, les points positifs, c'est les truies qui peuvent marcher comme elles veulent. Et du coup, nous, on les trouve en meilleur état au sevrage. Elles font beaucoup plus d'exercices. Euh, comment les portelets, bah, on voit pas franchement de différence. Alors, je parle de la partie caillebotis. Hein. Le sol plein, c'est un petit peu différent. Mais sur le sol caillebotis, au sevrage, les porcelets, on n'a pas vraiment de différence avec de la contention. Peut-être un petit peu plus d'arthrite du fait d'un sol béton, mais voilà, c'est pas catastrophique. Et en termes de pertes, c'est peut-être impressionnant au début, mais après, ça rentre dans l'ordre, quoi. Les, les performances techniques sont quasi équivalentes à une contention. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, si les points positifs, c'est qu'on n'a plus besoin de racler notre truie. Donc, la corvée du raclage, on l'a mise bas, on ne l'a plus. L'abreuvement des truies et des porcelets se fait par un bol qu'on voit là au sol. Là. Donc, on n'a plus besoin de nettoyer les abreuvoirs des porcelets pour qu'ils aient de l'eau propre. Ils ont tout le temps de l'eau propre à disposition puisque leur mère nettoie tout le temps le bol. Et puis, il y a un mimétisme entre la mer et le porcelet qui se crée,
qui est assez impressionnant. Les petits, très rapidement, ils vont boire l'eau d'abreuvement, là. Au moment de la mise bas, donc pas de raclage, pas de lampe à mettre en place, pas de carton. Ouais, voilà, on observe. On fait plus grand-chose. Et donc, Oui. du coup, si vous deviez un peu développer sur la partie justement travail, donc vous nous avez évoqué le fait que la relation aux animaux change et donc moins de travail aussi donc au moment de la mise bas, de raclage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de votre travail qui ont été changés et comment aujourd'hui vous décririez la manière dont vous ressentez votre travail avec l'installation des maternités liberté? Globalement, c'est positif. On a hâte de pouvoir modifier l'ensemble de nos maternités. Dans le projet qu'on a, on se dit qu'on va faire 70% de nos maternités avec ce système sans contention, mais on aura quand même 30% de place avec une contention possible pour des individus qu'on a repérés qui sont un peu plus délicats. Parce que c'est évident que sur un troupeau, il y a quelques individus qui sont pas faits pour être en totale liberté. Voilà, et puis faut se protéger nous aussi. Hein. S'il y a une truie plus agressive, bon ben voilà, elle ira en contention, mais avec dans une case liberté plus classique avec une cage de contention. Mais voilà, l'idée, c'est 70% de nos places sans contention. Euh, Quelque chose que je trouve important pour l'avenir de nos élevages, c'est la visitabilité de nos élevages. Quand du grand public vient, de voir les truies en allaitement collectif, sans cage, sans rien, voilà quoi, je sens que le grand public apprécie ce système-là. Alors actuellement, c'est facile parce qu'on a les deux systèmes, donc je peux expliquer pourquoi les truies sont en contention aujourd'hui et l'évolution qu'il va y avoir. Donc, ils sont satisfaits des évolutions qu'on va apporter. Mais ouais, je pense que c'est quand même quand on a des projets, bien réfléchir au système de truie liberté. Et donc, Euh, ah, pardon, allez-y si vous vouliez non, non, compléter. non. Ok. Et donc, du coup, est-ce que, là, par rapport à ce que vous dites sur la visibilité de vos élevages, est-ce que ça veut dire que, selon vous, la maternité liberté, elle répond aux enjeux sociétaux? Et est-ce que c'était un point pour lequel vous aviez mis une priorité pour changer votre système? Ah, bah oui, clairement, oui. Voilà, on se dit, on a un projet de maternité. On sait très bien que quand on investit dans du bâtiment, on investit pour une carrière quasiment. Faut pas se planter sur le modèle. Demain, il faut qu'on puisse vendre notre cochon et on sent bien que la contention, c'est quand même un frein au niveau du grand public. Et puis, euh, quand on ressent ça assez fortement qu'il faut qu'on avance là-dessus. Après, j'entendais dans l'enquête l'histoire de la paille en maternité. Là, c'est vrai que nous, on n'est pas prêts à ça. En revanche, on s'est dit qu'on allait faire des essais. On a mis des râteliers avec de la paille. Et c'est très surprenant parce qu'il y a des lots de truies qui n'y touchent absolument pas. Et il y a d'autres lots, les truies mangent la paille. Alors tout de suite, on nous a dit, bah, vous allez avoir vos circuits de lisier qui vont se boucher. Pour l'instant, on n'a franchement rencontré aucun problème. Parce qu'en fait, c'est très peu de paille qu'on met à disposition, mais elles en ont quand même à disposition. Donc si elles ont envie de l'utiliser, elles l'utilisent. Si elles n'ont pas envie, elles font pas. En fait, la truie, elle fait ce qu'elle a envie, quoi, dans notre système. De la même manière, nous, depuis très longtemps, on met des toiles de jute en maternité pour chacune de nos truies. Alors ça, c'est quand même assez surprenant. Euh,
les truies qui sont en contention, elles nous défoncent les toiles de jute, mais très très rapidement. Qu'en liberté, elles y touchent. Il y en a certaines qui sont bien abîmées, mais rien à voir avec les truies en contention, quoi. Donc là, moi, je me dis, c'est quand même un signe de meilleur être, dans le sens où elle ne s'énerve pas sur la toile de jute qui est mise à disposition. Pour moi, c'est ma petite analyse. Que les truies en contention, il n'y a plus de toile de jute. Au bout de 10 jours, il n'y a plus rien, quoi. Je sais pas. Bah, merci Dominique. Je vais proposer de passer un peu aux questions de la part des participants pour venir compléter tout ça. Alors, je vois qu'il y a sur les soins en porcelain. Oui. Donc, les soins en porcelain, euh, au début, on a mis un petit peu de temps à trouver nos marques. Parce que notre salle, c'est une salle, c'est un réaménagement. Donc, les couloirs, comment dire, les couloirs de travail pour nous, ils sont pas suffisamment larges. Donc, pour l'instant, on peut pas mettre nos caddies de travail, on peut pas les rentrer dedans. Donc, c'est pas très pratique. Mais l'équipe a trouvé la technique et maintenant, franchement, ils nous disent que c'est assez simple. C'est pas, voilà, ça se fait bien. Au moment des mises bas, comme il fait très chaud dans le nid, ben, les porcelets, ils vont dans le nid, on bloque le nid et puis on fait ce qu'on a à faire. Désinfection des cordons, coupage des cordons et désinfection des cordons. Et après, plus tard, pendant la durée de la lactation, pour faire le suivi des porcelets, on fait l'inverse. On sort tous les porcelets des nids, on ferme tous les nids. Et là, les porcelets donc, se baladent avec les truies. Et là, on voit facilement s'il y a un porcelet qui boite ou pas. Donc, en fait, c'est des méthodes de travail qu'il faut réinventer quand on a un nouveau système, mais ça se fait pas trop mal. Et puis, les tétés croisés, eh bien, quand c'est le moment de la tétée, c'est impressionnant parce qu'on comprend pas trop comment ça fonctionne. Là, il y a tout, quoi, c'est la vraie kermesse, hein, ça va un peu dans tous les sens. Mais au sevrage, tout le monde quand les lots sont assez homogènes. Il y a quelques petits, mais comme pour les trucs en contention, hein, c'est la même chose. On a mis en place des caméras d'observation. C'est très compliqué de comprendre le mouvement des animaux entre les mères, mais on pense que globalement, les porcelets vont sur leur mère. Il y a très peu de tétés croisés, mais c'est difficile à valider. Euh, Est-ce que tu as essayé quelque chose pour entraîner les porcelets vers le nid en période chaude, si tu as moins de différence de non. température entre ta salle et ton nid? Ouais, alors c'est sûr qu'une période chaude, c'est peut-être la période la plus compliquée à gérer. Non, on essaye au maximum de baisser la température dans la salle. Alors actuellement, on n'a pas de système de brumisation, mais je pense que ça serait intéressant d'en mettre de manière à ce que il fasse plus frais, que ça soit plus frais au niveau des truies et que les petits porcelets aillent dans le nid. Il y a des choses à inventer là. Et est-ce Ah, qu'il y aurait les dimensions des cases, la surface pour ouais, la truie quand elle est bloquée, la surface totale finalement quand elles sont en groupe, et puis les surfaces de nid? ouais. Alors, chaque truie, donc de manière individuelle, une case, c'est 4 mètres carrés pour la truie et 1 mètre carré pour le nid. Et donc, quand elles sont en groupe, eh ben, en fait, elles ont 16 mètres carrés à disposition. Et c'est là que nous, on trouve que c'est intéressant. Parce que dans une case individuelle, eh bien, la truie, elle a 4 mètres carrés pour elle toute seule. Que là, elles ont 16 mètres carrés
et elles vont d'un bout à l'autre, là, elles marchent, quoi. Et c'est là que nous, on trouve intéressant le système d'offrir plus de place avec moins de place en individuel. Euh, et l'avantage aussi, c'est, parce que nous, là, c'est de la rénovation de bâtiments qu'on va faire, pour pouvoir loger un maximum de truies en liberté, et ben, ce système d'allaitement collectif nous permet d'offrir plus de place à chaque truie. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Et alors, la surface de nid, elle est à 1 m². Elle est importante parce que dans notre projet, on a l'intention de faire du sevrage sur place. Sinon, on n'a pas besoin d'1 m², hein. Mais pour le sevrage sur place, il faut ça. Donc, on a testé quand même, hein, le sevrage sur place pendant quelques bandes, histoire de valider la chose. Et ah oui, j'ai pas parlé de ça, de l'alimentation des porcelets. Actuellement, dans notre système, on n'a pas de possibilité d'alimenter les porcelets euh, avec un aliment porcelet, parce que dans le nid, il fait trop chaud. Et puis, on n'a pas d'espace réservé aux porcelets pour l'alimentation. Donc, actuellement, les porcelets, ben, ils se nourrissent, ils mangent avec leur mère l'aliment truie. Donc, c'est pas l'idéal, mais faut qu'on imagine un petit espace. On a des idées en tête, hein, pour que les porcelets aient accès à une logette où on puisse mettre de l'aliment porcelet et que la truie n'y ait pas accès. Mais voilà, ça, c'est des ajustements qu'il y a à faire. Et donc, pour revenir au sevrage sur place, ben, le jour du sevrage, on sort les truies uniquement et les porcelets restent sur place. Ils connaissent leur environnement, ils connaissent le nourrisseur. On mettait du coup de l'aliment porcelet dans le nourrisseur et ça marchait super bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est validé et qu'on mettra en place dans le projet final. Et tant que je suis sur le sevrage aussi, alors la facilité de sortie des animaux, c'est que du bonheur. Les truies, elles sortent toutes seules, les porcelets aussi, c'est vraiment très, très, très facile, rien à voir avec les truies en contention. Il y a une autre petite question sur les cases. Là, elles sont finalement les unes à côté des autres. Est-ce que vous avez réfléchi à les regrouper en carrés? Non, pas du tout, parce que nos bâtiments ne sont pas adaptés pour ça. Mais suivant les surfaces, la configuration des bâtiments, pourquoi pas, hein. Les- Nous, ce qu'on recherche, c'est apporter un maximum de surface à la truie pour qu'elle puisse marcher, faire des allers-retours, quoi, qu'elle puisse vraiment marcher, quoi. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. OK. Il y en aura peut-être si ça vous vient. Vous pouvez continuer à les mettre dans le chat et on reprendra peut-être une séance questions tout à l'heure en fonction des besoins. OK. Merci Dominique. Et du coup, je propose qu'on passe au témoignage de Bruno Bergotte, donc qui lui a installé un système de maternité liberté du commerce et qui pratique la sociabilisation précoce des porcelets. Bruno, si vous pouvez du coup mettre votre caméra et votre micro comme ça, voilà, comme ça on vous voit et on Là, vous c'est bon? entend. Vous Oui, m'entendez c'est là? bon. Oui, Nickel. parfait. Donc merci Bruno d'être là. Pour commencer, je vous propose de la même manière que pour Dominique de nous décrire rapidement votre élevage et puis ensuite de nous dire depuis combien de temps vous êtes passé en maternité liberté et puis sur quel pourcentage de truies. Oui, donc je suis installé depuis 96 et en 2001, on a regroupé le troupeau de truies sur un site. Donc c'est un élevage de 7 bandes de 40, ça fait 300 truies. Et, donc avec un essaim quasiment tout neuf. J'ai 3 salariés, donc 2 en élevage et un parce qu'on fait de la vente directe aussi.
Et donc, c'est un système de maternité dit papillon hein, qui s'ouvre vers la cloison d'un côté. On va décrire le système de maternité juste après à l'aide d'images, mais peut-être juste nous rappeler du coup votre nombre de truies et puis si et puis votre conduite, pardon. Oui, d'accord. Donc, comme disait Dominique, avant, on fait les bâtiments pour la carrière. Donc, moi, c'est ma deuxième génération de bâtiments que je construis. Et donc, on a fait 2 fois 40 places de maternité pour un 7 bandes de 48. Sevrage 28 jours, on est adepte de la rusticité, la robustesse des porcelets au sevrage. Et donc, on conduit tous les 3 semaines. Ok. Et donc, du coup, votre système maternité-liberté, vous l'avez mis en place depuis combien de temps? Donc, Et, pardon. donc, ça a été mis en 2021. Donc, ça fait 3 ans là maintenant que la maternité est en liberté. Et donc, La verreterie également. On a profité en même temps. et Donc, donc, est-ce c'est. que vous... Oui, Je pardon. décris le système un peu. Oui, 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 tout à fait. Je vous propose de le décrire à l'aide d'images donc prises sur votre élevage lorsqu'on est venu. C'est ça. En fait, c'est une maternité classique avec des cases plus grandes, parce que les truies ne sont pas en groupe, mais elles sont individuelles. On n'a pas osé mettre des truies en groupe, on n'avait pas assez de références. L'avantage de ce système, c'est que si ça ne marchait pas, on pouvait bloquer rester comme avant, en fait, bloquer les truies. Il y avait le seul inconvénient, c'était le surcoût, du coup. Euh, Voilà, donc les truies rentrent en maternité une semaine avant la mise bas. Elles sont en liberté pendant cette semaine-là. On les bloque le lundi de la semaine mise bas pendant 8, 10 jours, 12 jours, ça dépend. En fait, c'est la salariée qui juge. En fait, on laisse 2 jours entre la sociabilisation des porcelets et la mise en liberté des truies pour éviter de les écraser. On ne fait pas tout le même jour. Donc, soit elle fait les porcelets d'abord, soit elle fait les truies d'abord, ça dépend. Du coup, ce choix de maternité liberté, c'était assez clair que dans le futur projet, on allait chercher un système de liberté, parce qu'avant j'avais des cases très contraignantes où les truies étaient tête au mur, avec des cases pas larges du tout, 1,70 m et voire 2,60 m, et on ressentait quand même bien l'inconfort des truies dans ces anciennes matières. Donc on voulait déjà de l'espace de chaque côté de la truie. Et comme on fait de la vente directe, c'était aussi un atout d'avoir des truies en liberté. Et puis, on s'était dit que tant qu'à investir, s'il y avait une réglementation à venir, on essaierait de la devancer, quoi. On a choisi un système assez simple qui est très rapide à mettre pour libérer et bloquer les truies. Ça permet de les bloquer facilement avant la vaccination. Et le système nous convient bien. Après 3 ans de recul, on ne regrette pas notre choix. C'est vrai qu'on avait pensé à mettre des truies en groupe aussi en maternité, mais bon, on n'a pas osé. Comme on n'avait pas de référence, on n'a pas pris le risque. Et du coup, vous disiez que c'était un système qui est assez simple à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quel a été le temps de prise en main et puis, euh, et puis les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer euh, lors de la mise en place de ce système? En fait, on s'attendait à plus de difficultés que ça, puisqu'on on a moins de pertes d'écrasés par rapport à nos anciennes maternités où les cases étaient étroites. Ce qu'il faut bien gérer, c'est sans doute la vitesse d'air et la température dans la salle et le nid à porcelet. Il faut, en période hivernale ou enfin, printemps, automne et hiver, bon, on arrive à avoir une bonne différence de température entre l'ambiance et le nid à porcelet. Enfin, c'est pas un nid, c'est une plaque chauffante.
Du coup, c'est très facile de les faire venir dessus. L'été, c'est un peu plus compliqué, donc il faut jouer avec beaucoup de brassage d'air pour qu'ils trouvent leur zone de confort quand même sur la plaque. Aujourd'hui, on utilise une lampe à la mise bas pour les attirer vers la plaque. Bon, c'est parce que j'avais déjà les systèmes de régulation de lampes. Donc, on met une lampe à 50%. Je ne sais pas si c'est utile, en fait, puisqu'ils vont d'abord à la tétine, de toute façon. Et bon, on n'a pas eu de difficulté particulière, hein. C'était surtout ça, c'est plus de difficulté à gérer la température que parce qu'on n'avait pas trop de références. Maintenant, on sait comment régler nos régulations et donc ça se passe très très bien. On a dû Donc, diviser, on est passé de 20% de perte après, sur nez vivants à 10, entre 10 et 11% là. et donc, du coup, ça veut dire que donc, au niveau de votre conduite d'élevage, donc, est-ce que, à part du coup la vigilance sur les lampes, enfin sur la température des lampes, est-ce que il y a eu d'autres choses que vous avez dû changer et est-ce que vous avez noté des impacts sur les performances de vos animaux? En fait, on est resté, avant, on était à 7 bandes de 45, 46, on pouvait jusqu'à 48, on avait des casse-tampons, euh, dans des vieux bâtiments pas isolés. Donc, tout a changé puisque les truies, avant, voyageaient en bétaillère, maintenant, elles restent sur le site. Donc, c'est difficile de comparer les deux systèmes, mais c'est vrai que dans le projet, on était parti avec un objectif de 13 sevrés et quand on l'a mis en place. Et 3 ans après, on est quasiment sur du casse sevré systématiquement, sans portée adoptive. C'est du 15 sevré par les truites. 40 places de maternité, 40 mises bas. Et donc, bon, on est complètement satisfait du coup du système avec du poids de porcelet au sevrage. C'est vrai qu'on a gagné. Je pense que les truies, le fait d'être en liberté, elles sont beaucoup plus calmes, plus autonomes, ça se ressent du coup dans leur comportement et du coup c'est plus facile à nous pour les gérer aussi. C'est vrai qu'on les déplace très facilement, elles rentrent, elles sortent de maternité facilement. Tout comme les porcelets, le fait de les mélanger et qu'ils passent d'une case à l'autre déjà avant, 3 semaines avant le sevrage, ils commencent. Le jour du sevrage, en fait, ils galopent. Donc c'est le surcoût de la maternité bien-être. Je ne sais pas si les résultats sont liés à ça ou si c'est lié à tout le reste dans le bâtiment, mais bon, et actuellement est absorbé par l'amélioration des résultats. Donc, ça veut dire que niveau économique, vous retrouvez un retour sur investissement qui aujourd'hui vous satisfait. Ah oui, pleinement, oui, oui, parce que bon, on avait envisagé, il y avait un surcoût qu'il fallait absorber et bon, on n'a pas trouvé de contrat pour vendre les charcutiers issus de truies qui mettent bas dans des maternités liberté, mais on a gagné du coup en productivité, puisque de 13 sevrés, on est à 15 aujourd'hui. Donc, les cochons supplémentaires, sans perte supplémentaire en post-sevrage, puisqu'on tourne aujourd'hui à moins de 1% de perte en post-sevrage, 2,5 en engraissement. Donc, globalement, le nombre de kilos vendus par truie est très satisfaisant par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, aujourd'hui, ce qui serait mieux, ce serait de pouvoir valoriser en plus une plus-value sur le fait que les truies sont enlevées en verraterie et en maternité en liberté, mais ça, j'ai pas trouvé de contrat pour l'instant. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous travailliez du coup avec des animaux qui étaient plus calmes que lorsqu'elles étaient en contention. Euh, Au niveau du coup de votre travail, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le ressentez depuis la mise en place de la maternité liberté et peut-être aussi nous parler de la relation que vous avez avec vos animaux? Ouais, par rapport à avant, on avait plus de contraintes de raclage, que ce soit en verraterie, en maternité. Aujourd'hui, on racle
la verraterie, aujourd'hui, même si c'est la maternité, le thème, les 3-4 jours d'IA, et les maternités, c'est pareil, c'est juste la semaine mise bas où on rate un peu, sinon on n'a plus ce boulot-là à faire. Le travail aujourd'hui, c'est plus de la surveillance. On observe plus le comportement des animaux pour adapter leur environnement. En fait, gérer la température ambiante, gérer la température de la plaque, gérer la vitesse d'air, enfin les pourcentages de ventilation. C'est beaucoup plus de travail d'observation. Du coup, c'est plus de temps de discussion aussi avec les salariés pour savoir. Parce que rien n'est figé, en fait, on adapte tout le temps le travail. On adapte, enfin, on n'a pas de règles établies complètement. On améliore bande après bande, année après année, la façon de travailler. Et notre principal objectif aujourd'hui, c'est d'apporter le meilleur confort à tous les animaux dans l'élevage. On passe moins de temps à compter les porcelets ou à suivre les mises bas, parce que c'est pareil, en mise bas, à partir de 17h, 17h30, il n'y a plus personne, il n'y a que moi qui passe faire un petit tour. Il n'y a pas de suivi de mise bas, même en journée, en fait, il n'y a pas vraiment de suivi de mise bas. Les truies sont autonomes, elles se débrouillent. Donc, le travail est moins contraignant. Il y a, en temps de lavage, vu qu'il y a plus d'espace autour des cases, on n'a pas perdu. Ça reste à peu près le même temps qu'avant. Globalement, le travail satisfait tout le monde, y compris ma salariée qui s'occupe de la maternité. Est-ce que vous parliez d'adaptation? Est-ce que vous avez un exemple récent d'adaptation que vous avez réalisé dans votre système? Globalement, bah, aujourd'hui, vu les poids de portée qu'on sert, puisqu'on est entre 116 et 120 kg de poids de portée, donc là, on a revu les taux de dilution pour que les truies ingèrent plus, et on change de système d'alimentation si on porcelait. Avant, on démarrait tout le temps en sec. Maintenant, on démarre avec de la bouillie pour justement soulager les truies, faire en sorte qu'elles ne perdent pas trop d'état en maternité. Sinon, c'est l'alimentation, et c'est toujours peaufiner la ventilation, le réglage, trouver la température optimum en fonction de la météo. Et on sait plus ou moins et on précise de plus en plus. Et du coup, j'ai une dernière petite question, la même que pour Dominique tout à l'heure. Selon vous, est-ce que le fait de mettre en place des systèmes de maternité-liberté, ça répond aux enjeux sociétaux? Et est-ce que c'était quelque chose qui a motivé votre choix? Oui, comme on fait de la vente directe, on a une petite activité de vente directe, et c'était une des raisons pour lesquelles on voulait s'orienter vers là. Aujourd'hui, pour avoir fait visiter la porcherie à des consommateurs, pour leur point de vue, non, c'est pas. Bon, ils sont toujours clients chez moi, mais ils voient pas trop la différence du fait qu'il y ait des barreaux. Pour eux, ils imaginent plus le cochon sur paille ou encore mieux dehors. Donc, bon, après, on a nos arguments pour expliquer le choix de l'élevage en bâtiment, mais ça répond sur le papier, on va dire, mais pas dans les faits lorsqu'on fait visiter la porcherie. Que la truie soit bloquée ou, comme on le voit sur l'image en bas à gauche, derrière des barreaux, ça ne change pas grand-chose pour le consommateur finalement. Il y a juste qu'on peut dire que la maternité c'est une maternité liberté, mais les animaux, eux, sont mieux, quoi. Et le consommateur, pour lui, il s'y retrouve pas non plus. Eh bien, merci Bruno. Je vais proposer à Nicolas de nous faire le retour des questions, s'il y en a dans le chat. Alors oui, il y avait une question sur la conduite et sur la façon dont vous vous êtes adapté en fait au niveau de la conduite.
avec le cheptel qui était déjà en place, est-ce que vous avez commencé par libérer juste les cochettes et ainsi de suite jusqu'à arriver à toutes les truies, ou est-ce que tout le cheptel est passé en liberté d'un coup et comment ça s'est passé du coup? Ouais, bah, juste avant de faire la maternité, on hésitait entre de garder nos vieilles maternités et rajouter des maternités liberté. Donc, c'est avec la possibilité de mettre des truies. Enfin, la moitié des truies serait restée en bloqué. Et en fait, on a fait le choix de passer tout en liberté. Et lorsqu'on a mis les premières truies dedans, on a libéré tout le monde tout de suite. On a dit, on ferme les yeux, on verra, on serre les fesses. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Bon, pas aussi bien que maintenant, mais il n'y avait pas plus d'écrasés qu'en bloqué. Et aujourd'hui, bah, on a tellement moins d'écrasés. Vu qu'il y a de l'espace tout autour, ce qu'il faut, c'est que les truies soient habituées à la liberté, donc qu'elles aient pris connaissance de leur environnement avant la mise bas. Et ensuite, que chaque porcelet ait trouvé sa tétine. On attend quand même 5-6 jours minimum avant de libérer soit les porcelets en premier, soit les truies en premier. Il ne faut pas libérer les deux en même temps. Et souvent, on libère le soir. Euh, et ça se passe très bien la nuit. On n'a pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'écrasés liberté que d'écrasés que si elles restaient bloquées, en fait. Après, Et on a une race de truies, enfin, on a un schéma génétique, nous, avec des truies calmes. Donc, je ne sais pas maintenant si ça correspond à tous les schémas génétiques, mais on est très, très contents, en fait. Et au niveau du coup du temps d'adaptation, est-ce que c'est à peu près une estimation du temps que ça a pris pour, si au début les performances étaient un peu moins bonnes du fait de libérer toutes les truies qui n'étaient pas habituées à la liberté, combien de temps ça a pu prendre avant de stabiliser un peu les performances? Bon, en fait, les résultats dès le départ étaient au niveau attendu. C'est aujourd'hui plutôt qu'on atteint des sommets qu'on n'attendait pas. Non, ça s'est très très bien. En fait, avec quelques règles de base de température, voilà, de confort pour les porcelets, il n'y a pas de problème. En fait, on n'a pas eu aucun problème en fait à libérer tout de suite. Bon, on améliore toujours, hein. En fait, on est passé de 13 à 14, 14 et demi. Aujourd'hui, on arrive à 15 sevrés là. Donc, enfin, on dépasse même un peu les 15. Donc, on améliore toujours. Je pense qu'aujourd'hui, bah, 3 ans après, on n'a plus de truies qui ont connu la maternité bloquée. À part quelques-unes, on a toujours, on va dire, une par bande ou une tous les 2 bandes, enfin, qui est un peu moins maternelle et qui se laisse un peu tomber. Mais sinon, donc celle-là, elle a le droit d'écraser un, deux maximum. Après, elle est bloquée. Voilà, donc Euh, ça s'est fait en un tour, en 7 bandes, en 5 mois, en fait. L'adaptation s'est faite. Donc, on a deux autres questions. On en a une qui va être sur justement libérer les truies ou libérer les porcelets. Comment se fait la différence de choix? Pourquoi choisir de libérer les truies? Pourquoi choisir de libérer les porcelets en premier? Quelle est la préférence? Est-ce qu'il y a une méthode qui marcherait le mieux? Euh, et pourquoi c'est parfois un, parfois l'autre? Bah, moi, dans ma tête, c'est mieux de libérer les truies d'abord parce que j'aime bien les voir en liberté. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'attendre 5-6 jours pour les porcelets. Et du coup, on n'aime pas lâcher les truies le week-end. Donc, soit on arrive à faire avant le week-end, soit après. Mais ouais, on estime que bon, 24, c'est un minimum, mais 48 heures, c'est mieux pour ne pas lâcher les deux. Parce que sinon, tout le monde court un peu partout et un peu perdu. Et les risques d'écrasement sont un petit peu plus élevés. Je ne sais pas si la salariée, elle préfère sécuriser et laisser les truies bloquées 2 jours de plus, mais bon, je la laisse gérer en fait. Comme elle le sent, il y a pas. Quand elle sent que les porcelets, bon,
ont un gabarit suffisant parce qu'il peut y avoir 3 jours d'écart entre deux portées voisines qui vont être mélangées. Donc, on attend qu'ils soient suffisamment robustes et qu'ils aient chacun bien pris leur tétine pour libérer les porcelets. Donc, bon, à voir maintenant, est-ce qu'on pourrait libérer les truies peut-être un peu plus tôt Il y a pas la règle n'est pas établie encore, hein. On améliore au fur et à mesure. Et la deuxième question que j'avais, elle concernait la sociabilisation. Est-ce qu'elle se fait entre deux cases adjacentes ou est-ce que c'est plus de deux cases? Pour l'instant, enfin, on avait conçu la maternité avec pour 2 cases adjacentes et finalement, en modifiant, on a quelques groupes de 3 cases. Comme ça correspond à nos cases de post-sevrage. Mais post-sevrage, c'est de la rénovation complète, mais du coup, j'avais des cases un peu plus grandes et d'autres un peu plus petites. Donc, j'ai 4 lots par bande où je mélange 3 portées. Et ça se passe pareil, avec 2 ou 3, on n'a pas vu de différence. Ok. Et toujours concernant la sociabilisation, du coup, comment sont choisis les portées qui sont mélangées? Enfin, est-ce que c'est un choix des truies à mettre côte à côte? Est-ce que c'est La seule chose qu'on fait attention, c'est de mettre les cochettes, enfin celles qui vont mettre bas pour la première fois, côte à côte. Et ensuite, dans la verraterie, on trie les truies, les rangs, on va dire, il y a les primipares enfin, qui vont mettre bas. Et de ce côté-là, on a 2 couloirs. Dans le couloir des primipares, on met les rangs 2, rang 3. Et dans l'autre couloir, on met les 4, 5, 6, enfin les plus vieilles, quoi. Et ensuite, non, les truies se rentrent dans la maternité comme elles veulent. Il y a juste ça, en fait. Les plus jeunes sont dans un couloir et les plus âgés sont dans l'autre. Donc, on ne fait pas attention après qui est voisine avec qui. Je pense que ça stimule la production laitière aussi, le fait de mélanger les porcelets, même si. J'ai plus de questions, moi, dans le chat. Donc, de toute façon, de la même manière que tout à l'heure, si jamais il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on essaiera de faire une dernière session de questions communes à la fin du webinaire. Donc, je vous propose de passer au dernier témoignage. Donc, il s'agit du témoignage de Pierre Morfoas et de Noémie Schneider qui, donc, eux, sont dans un système de maternité liberté Physior et donc avec un accès à des courettes extérieures. Donc, les 2 éleveurs ne pouvant pas être présents, je vous propose de faire quand même une description du système et puis ensuite, on a prévu une petite vidéo de témoignage. Donc, il s'agit d'un élevage en essor-engraisseur avec 265 truies en conduite 7 bandes avec un sevrage à 28 jours. Ils ont mis en place leur système de maternité liberté il y a environ 1 an avec 100% donc, des mères en système liberté. Et c'est le cas également pour les autres stades physiologiques. Il s'agit en fait d'une construction neuve ici, donc et récente. Donc on va vous passer une vidéo qui vous illustre justement ce système et donc avec une partie témoignage également de Noémie. Nous sommes passés en maternité liberté depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Notre système de maternité liberté, c'est des truies sans contention. Elles ont un espace intérieur sur paille et un accès extérieur avec courette, paillée aussi.
Elles se déplacent comme elles veulent. Il n'y a aucune contention possible pour la mise bas. La seule contention qu'on peut avoir, c'est pour l'alimentation. C'est tout. Ce choix a été fait pour un aspect enjeu sociétal. Et surtout, on est parti sur des bâtiments 100% de bien-être animal. Les truies sont bloquées que 10 jours par cycle au total. C'est le temps de l'insémination. Tout le reste du temps, elles sont 100% libres. Il y a un accès extérieur à tout stade physiologique. Ils ont tous des courettes extérieures à tout stade physiologique. Voilà. C'est vraiment les bâtiments 100% bien-être. Sur ce système de maternité, le temps de prise en main a été quand même un tour complet, c'est-à-dire 7 bandes. Donc un peu plus d'1 an pour tester différentes approches au niveau de la paille, savoir si on était de la paille longue, de la paille broyée, dépoussiérée, défibrée, savoir si justement quand il y a des mises bas extérieures, est-ce qu'il faut qu'on enferme les truies dedans ou pas. Donc voilà, il nous a fallu un petit temps de réglage qui a duré un petit peu plus, bon, pas tout à fait 1 an. Maintenant, bon, ça roule, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'on utilise les mêmes méthodes et ça se passe très très bien. Le plus gros enjeu, c'est vraiment les 48 heures après mise bas, c'est les écrasements. C'est vraiment, voilà, c'est là où on sait que ça se passe. Et en fait, on s'est aperçu qu'on passait beaucoup trop de fois en maternité, donc on a arrêté. On passe 1 fois le matin et 1 fois le soir. Et depuis, ça rentre dans l'ordre. Il n'y a pas eu de difficulté à prendre ce système en main, ça a vraiment été l'adaptation. Parce que c'est vraiment une page blanche, personne n'avait travaillé dans ce genre de système avant, personne ne connaissait ce genre de système. Donc ça a été de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi, et voilà, ça a été vraiment une petite prise en main. Il a fait qu'on trouve notre routine en fait. Quand l'élevage a été construit, on a repeuplé entièrement avec des TN70 de chez Topix. Les truies de l'ancien élevage sont parties progressivement à l'abattoir. On a dû gérer les 2 troupeaux en même temps, simultanément. C'est-à-dire que les dernières mises bas en bas, le dernier sevrage en bas correspondait aux premières mises bas ici. Mais il n'y a jamais eu de croisement d'animaux entre l'ancien et le nouvel élevage. Jamais. Les résultats techniques de ces maternités-là sont meilleurs que ce qu'on espérait. Parce qu'on avait fait un prévis à 11,5 sevrés par truie, on est à 1 voire 1,5 de plus. Après il y a un peu plus de pertes, parce que bien sûr il n'y a plus de contention, donc il y a un peu plus d'écrasement. Mais on a des résultats techniques qui sont quand même meilleurs que ce qu'on avait en bas en conventionnel pur et dur. Après on a changé complètement de conduite en bande déjà, donc c'est plus du tout la même conduite. On a tout changé, on est reparti à zéro, on a tout changé. Et après, la conduite d'élevage, il y a un peu plus de petites manutentions, l'apport de paille quotidien, devoir curer les extérieurs à l'intérieur, mais surtout c'est l'observation. On passe plus de temps à observer nos animaux qu'avant. On observe les truies, on observe les porcelets, on passe beaucoup plus de temps en maternité, le matin, on passe beaucoup plus de temps le matin avec les truies à observer tout le monde. Je le ressens très bien, sinon je ne serais plus là à l'heure actuelle. On voit que les truies sont nettement mieux dans ce système-là. On voit qu'elles se gèrent, elles s'auto-gèrent en fait, elles mettent bas où elles veulent, intérieur, extérieur. Elles font leur nid et du coup, comme elles sont plus calmes, plus zen entre guillemets, et on a des meilleurs résultats aussi derrière. On a moins de mort-nés, on a moins de momifiés, c'est vraiment tout va de pair en fait, tout découle de cette liberté-là. Et je ne retournerai pas en conventionnel. Je ne veux plus retourner en conventionnel. Non, après quand on a goûté à ça, oui, alors il y a peut-être un petit peu plus de risque parce que les truies sont en liberté, elles peuvent être agressives par moment, ça peut arriver, surtout avec l'instinct maternel, mais je reste en maternité liberté totale. Je ne retourne plus en conventionnel. Je pense que ce type de maternité répond aux enjeux sociétaux parce que les gens demandent à ce que les animaux soient mieux traités entre guillemets et que surtout ils ne soient plus contentionnés. Et c'est vrai que là, quand on a des gens qui viennent voir qui ne connaissent pas l'élevage, ils trouvent ça super de voir des truies qui peuvent en fait mettre banc en liberté et qui sont plus bloqués entre des cages, des tubes comme ils disent. Donc ouais, je pense que ça répond aux enjeux de la société. Une maternité comme ça, c'est 40% plus cher par rapport à une maternité conventionnelle. Donc oui, c'est un peu plus cher. Est-ce que tout le monde peut se permettre ça? Je ne pense pas. Il faut quand même un contrat derrière pour pouvoir investir. Ou alors, il faut vraiment que l'éleveur ait vraiment envie de changer et se dire, ok, c'est plus cher, mais j'investis là-dedans parce que plus tard, on va peut-être me le demander dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais oui, ça coûte plus cher. Par contre, il y a plus de superficie aussi. Et ils ont beaucoup plus de superficie. Après nous, c'était un global sur tout l'investissement des 4 millions. Là, c'est pas le bâtiment qui nous a coûté le plus cher, mais voilà, ça coûte plus cher que le conventionnel.
Donc voilà un petit peu pour la description de ce système et puis les impacts à la fois sur le travail et sur les animaux. Euh, je ne sais pas, Nicolas, si tu as des informations supplémentaires à donner sur ce système-là, et sinon s'il y a des questions. Au niveau information complémentaire sur le système, au final, si on regarde le système, on se rapproche beaucoup d'un système bio finalement. Donc, d'ailleurs, le modèle de case présenté est en fait un modèle de case développé par un équipementier pour la production biologique. Donc, c'est vrai que au niveau des performances aussi techniques, on voit qu'on rejoint un peu ces niveaux-là. Après, les éleveurs nous ont redit aussi, encore une fois, que c'était un bâtiment qui était, dans les faits, beaucoup plus cher et que s'il n'y avait pas le contrat, c'était compliqué de mettre en place ce type de bâtiment. Je n'ai pas forcément de Je... questions dans le chat pour Ouais. l'instant. Vous pouvez toujours en mettre aussi et on pourra transmettre aussi aux éleveurs et pour avoir des réponses si jamais vous avez d'autres questions. Bien, du coup, je vous propose de passer à la suite. Donc en fait, il s'agit d'une comparaison entre les trois systèmes. Donc en fait, on a demandé aux éleveurs ici de noter différents points. Et donc ce qu'on vous propose ici, c'est de faire la lecture de ce radar. Euh, c'est quelque chose que l'on fait au sein du LIT Ouest-Terrel dans le cadre de la track aux innovations euh, pour noter les différentes solutions qui peuvent être mises en place dans les élevages. Et donc ici, quand on regarde un petit peu le radar, on voit que globalement, les maternités liberté sont satisfaisantes à tout point de vue et c'est, je pense, ce qu'a montré les trois témoignages. On peut noter cependant quelques hétérogénéités qui existent entre les systèmes, notamment du fait que ce soit des systèmes qui sont plus ou moins aboutis ou alors avec plus ou moins de recul, en tout cas dans sa conduite. Et notamment, ce qu'on peut noter comme différence, ça va être un investissement qui est plus important pour le système donc de Pierre Morphos, donc qui est là en bleu foncé. Puisque comme on vient de le voir dans la vidéo, il le souligne et Nicolas l'a rappelé, on est sur un système qui garantit, qui a besoin en fait d'une contractualisation. Mais il note néanmoins une qualité des carcasses ou une performance de croissance plus importante. Donc, donc ça, c'est quelque chose de positif aussi d'un point de vue économique pour lui. Dans le cas des deux autres systèmes, globalement, on est aussi sur des améliorations, soit des performances, soit de la satisfaction au travail, ou des deux. Dans le cas de Dominique Gauthier, c'est la praticité pour l'éleveur qui pêche un peu plus. Dominique l'a expliqué tout à l'heure, c'est surtout lié en fait au fait d'être encore à la recherche du meilleur aménagement possible, notamment au niveau des sols, euh, pour garantir la propreté et la santé des animaux et aussi pour faciliter le nettoyage. Donc, on voit bien ici que globalement, il y a une satisfaction, il y a des points d'amélioration et du coup aussi des points de vigilance à avoir, mais avec une perpétuelle adaptation, comme l'a souligné tout à l'heure Bruno. Euh, voilà, donc je ne sais pas si Bruno et Dominique ont des choses à rajouter justement ou si ça suscite un peu des réactions en ayant vu aussi les autres témoignages. Moi, personnellement, ce qui
Ce que j'aimerais essayer plus tard, ce serait d'élever les truies en groupe, en maternité aussi. Ça, j'ai pas. Peut-être dans la prochaine maternité, si j'en refais une, c'est tout. Mais ouais, c'est ça. J'ai ressenti la même chose. En fait, le travail change quand on passe en maternité liberté. On passe plus de temps à observer le comportement des animaux. On n'est pas forcément là pour chercher le porcelet qui boite ou qui a un panari. C'est vraiment le comportement général des animaux et on essaye de s'adapter au mieux. Et c'est un travail qui est beaucoup plus plaisant en fait. Et plus on apporte de bien-être à l'animal et plus il est calme en fait. J'ai l'impression que plus ses qualités génétiques ressortent également. Donc, je pense que c'est dans la généralisation de systèmes, on va pouvoir dans quelques mois, dans quelques années, tirer de plus en plus de conclusions là-dessus. Alors, pour ma part, j'ai trouvé très intéressant le témoignage de la salariée de, je ne me rappelle plus de son prénom, Noémie. ouais, Noémie, dans le sens où elle dit qu'elle voudrait vraiment pas revenir en arrière, alors que on se dit un système sur paille, quoi, voilà, nous on voit toutes les contraintes liées à la paille et elle. Ben, elle voit que du positif. Donc, c'est intéressant d'avoir des témoignages de ce type parce qu'il faut vraiment qu'on soit ouvert sur tous les systèmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller sur la paille à tout prix, mais voilà, il faut lever les freins qu'on peut avoir, nous les éleveurs, sur les différents systèmes et tester. Je trouve que pour notre part, le fait de tester grandeur nature un système avant de le mettre en œuvre de manière globale, bah, ça nous rassure aussi dans nos choix. Et de voir que quand nous, notre équipe de salariés, elle est convaincue aussi du système parce que c'est important d'inclure les salariés dans ce type de projet-là et qu'ils s'accaparent vraiment le projet à part entière. Donc, voilà ce que je voulais apporter. Et sur la praticité, oui, pour où on est, nous, un petit peu en négatif, là, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est du réaménagement de bâtiments qui est pas... il manque un petit peu de... Les murs ne sont pas forcément au bon endroit, donc ça ne nous facilite pas la tâche. Mais on a bien conscience que dans nos prochaines rénovations, les surfaces seront différentes et on aura une facilité de travail bien meilleure que dans notre essai actuel. Donc, on va gagner de ce côté-là. Oui, tout dépend aussi du coup si on est sur de la rénovation ou sur de la construction. Les questions qui vont se poser vont peut-être être différentes aussi. Ah ouais, clairement, ouais. Et puis, je pense aussi la lumière naturelle. C'est des détails, mais qui ont leur importance. C'est vrai que dans nos anciens bâtiments, ben, les fenêtres ne sont pas bien grandes, mais dans les nouveaux bâtiments, on apporte plus de lumière, c'est plus agréable pour tout le monde. Bon, voilà, il faut réfléchir à tout. Eh ben, merci à vous deux. S'il y a encore des questions, c'est possible. On peut donc passer à une séance de questions communes, euh, notamment pour comparer éventuellement les systèmes. J'en profite pour l'instant, tant qu'il n'y a pas encore de questions, pour revenir sur une question qui a été posée tout au début pour la proportion de cases maternité et liberté en cage balance pour l'étude de la Tracos Innovation. Je n'ai pas la donnée sur moi, mais je me suis bien noté de la transmettre.
Il y en a eu quelques-uns, enfin, il y avait quelques éleveurs avec des casse-balances et liberté. Alors, il y a une question, une première question aussi, et je pense que elle s'adresse à vous deux. C'est est-ce que le choix de la génétique est un point important pour pouvoir faire de la maternité liberté? Euh, je pense que oui. Enfin, enfin, moi, je trouve que j'ai une génétique qui convient très bien, parce que je sais pas, je suis en TN70 également, là, comme le dernier reportage, et dessus, j'insémine en pic 410, donc du porcelet assez robuste, donc ça va très bien. Maintenant, peut-être que les autres génétiques, en fait, la mienne va bien, peut-être que les autres vont également aussi. Je sais pas. Dominique Gauthier, en quelle génétique elle était? Moi, je suis en Danbred. Et c'est vrai que c'est une génétique qui est très calme en maternité et qui correspond bien à la truie, à la mise bas sans contention. Euh, alors, je pense qu'il est essentiel d'avoir une génétique maternelle et des éleveurs calmes. Parce que si on a un troupeau nerveux, je ne suis pas sûre que ça puisse correspondre. Mais s'il y a une bonne relation homme-animal, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et puis un bâtiment aussi où l'ambiance, la ventilation est bien adaptée justement pour créer, nous dans notre cas, comme on a des nids, pour créer deux zones, deux ambiances, quoi. Deux zones de température, voilà, c'est les clés de la réussite. Mais en tous les cas, c'est hyper motivant comme système. Et je me souviens au début quand on avait notre système, là, on a eu pas mal de visites et les premiers éleveurs qui venaient, ils étaient très réticents, voilà. Et je sens que les mentalités bougent parce que maintenant, les éleveurs qui viennent, ils sont plutôt envie de comprendre et puis et j'en connais quelques-uns qui ont eux-mêmes fait des tests chez eux après avoir été visités chez nous. Donc c'est encourageant parce que on sent que les éleveurs ils sont la liberté, la maternité, quoi, la liberté en maternité, ça les intéresse, quoi. Justement, on a une question un peu similaire pour Bruno dans le chat. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la mise bas en liberté totale pour les truies ou est-ce que vous auriez envie d'essayer cette liberté totale dans votre système actuel? Ouais, on va pas à pas. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui mettent bas. Celles qui mettent bas avant le lundi matin, ça arrive. Il y a une tous les 2-3 bandes qui met bas avant. Il y a quelques truies qu'on sent, enfin ça arrive aussi une de temps en temps qui a besoin de bouger ou qui a plus de mal à mettre bas. Donc on a tendance si une truie a du mal à mettre bas, on va la libérer le soir. Par contre, ça peut être enfin, très mauvais parce qu'elle peut être orientée dans un sens qui fait que les porcelets peuvent pas, dans les coins de case, il faudrait des barres anti-écrasement pour que ce soit, pour pouvoir le généraliser. Mais c'est sans doute quelque chose à envisager, hein. Maintenant, on le fera peut-être en test, quoi, dans les mois à venir. Mais je pense qu'il faudrait adapter les coins de case pour pas que les porcelets soient coincés à la naissance dans le coin de la case, en fait. Eh bien, par expérience, alors les premières fois, je me rappelle une première fois, on avait une truie qui mettait bas, mais le cul contre la cloison, quoi. On se dit, Ouais. les porcelets ne vont jamais sortir, c'est pas possible. Donc, on déplace la truie, voilà, de manière à ce qu'il y ait de la place. On vient une heure plus tard, elle s'était remise contre la cloison. Bon, on s'est dit, bon, bah, on laisse tomber. Et le lendemain matin, on arrive et tout le monde était né, tout le monde était en forme, mais voilà. C'est assez surprenant. Je pense qu'il faut faire confiance à nos animaux et puis
les laisser faire comme ils ont envie. C'est très surprenant. Ouais. C'est pas un souci, en fait. Alors, j'ai une question sur la relation homme-animal. Je pense qu'elle est pour Dominique aussi. On a Ouais. vu que pour construire la relation homme-animal, sur les images, vous alliez dans les cases. Est-ce que vous mettez en place d'autres choses en plus de cela? Et je pense que la même question aussi peut se poser à Bruno sur les pratiques mises en place pour avoir une bonne relation homme-animal avec des truies qui sont en liberté au final après et avec lesquels on doit travailler en liberté. Bah, chez nous, quoi, ça se passe depuis l'arrivée en quarantaine, hein, où il faut passer un petit peu de temps avec nos cochettes. Et puis, je pense que tout au long de la carrière d'une truie, par exemple, quand on fait de la vaccination, bah, il faut faut les prévenir, faut pas être brut avec elles parce qu'une truie a de la mémoire. Et si elle a été maltraitée à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, elle va s'en souvenir. Donc, il faut une truie qui est un petit peu plus délicate, notamment lors des vaccinations. Ben, faut patienter un peu et la vacciner en douceur. Quoi, je pense que c'est des petits gestes comme ça qui font que la truie, elle a confiance en nous. Elle sait qu'on ne lui veut pas de mal et il faut qu'elle ait confiance en nous et que nous, on ait vraiment confiance en elle. Oui, là, je rejoins tout à fait Dominique. Dès la quarantaine, on passe sans doute un petit peu plus de temps qu'avant parce qu'on a un peu plus de temps. Ensuite, avant de les passer au régumate aussi, elles sont 5 jours là, dans la verraterie, donc en liberté, et on passe du temps parce que bah, il faut quand même pouvoir leur donner le régumate à la fin de la semaine. Lorsqu'on les libère en gestante, puisque là on passe en selfie feeder, c'est pareil. Là, c'est souvent mon week-end de service, donc je passe 3 fois une demi-heure, je pense, avec. Mais ouais, c'est du temps agréable en fait à les observer, à les caresser, et ensuite, bah, une fois que la relation est faite, faut pas briser le lien en fait. Il faut continuer et ça se fait, ça se fait naturellement après, hein. Du coup, comme elles sont plus calmes, elles viennent nous voir, nous caressent et puis c'est sympa pour tout le monde. Ouais. Et nous, dans notre système, quand elles sont, comment tous les jours on rentre dans les cases en maternité pour vérifier, parce qu'on est en alimentation à sec avec des nourrisseurs, pour vérifier que les nourrisseurs coulent bien. Et parfois, ça arrive que l'abreuvoir est sale, donc il faut le nettoyer. Mais voilà, il faut passer tous les jours, il faut rentrer dans la case et elles savent qu'on vient, on va pas leur faire de mal et puis la petite caresse qui traîne par là et puis tout va bien. Ouais, c'est ça. Il faut pas aller que pour intervenir, pour piquer ou autre. Il faut. Non, non. Voilà. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant dans ce système-là, c'est que bah, dans les trucs qui sont en contention en maternité, ben, on passe, on fait le boulot et puis il n'y a jamais de caresse à une truie. Que là, ben, il faut les caresser pour. C'est important de les caresser, mais il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, hein, mais c'est important qu'elles sentent qu'on est proche d'elles et qu'on leur veut pas de mal. Et moi, je trouve ça beaucoup plus agréable que de passer dans les couloirs et puis faire le boulot sans trop regarder nos trucs, quoi. Ouais, nous, on les caresse et on leur parle même. On leur dit Ouais, bonjour c'est le matin ça. en arrivant. Ouais. C'est devenu, bah, ça arrive et pareil. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, oh là là, on a l'air ridicule à parler à notre truie. Ouais, c'est vrai. Et puis non, et puis en fin de compte, ça devient une habitude. Et puis je vois maintenant dans l'équipe, tout le monde leur parle et elle nous regarde là avec un air. Voilà, ce sont des animaux. On s'écoute les uns les autres, quoi. C'est ça.
Et je Alors, pense que ouais, ça peut rendre le travail pour... Alors, il y a deux côtés avec les truies liberté. Soit que le salarié, il a peur des animaux, donc là, ça va être compliqué. Mais si la relation du salarié avec l'animal se passe bien, ça peut être super intéressant, quoi. Pour lui, pour valoriser le travail qu'il fait, quoi, être en accord avec l'animal, moi, je trouve ça apporte un plus quand même, hein, pour le travail en élevage. Quand on voit Noémie, le témoignage qu'elle donne, là, on la sent complètement épanouie dans son travail, quoi. Et ça, je trouve que c'est un très beau témoignage. voilà, j'ai plus d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc je vais en profiter pour conclure, pour remercier tout le monde pour sa présence et pour vous remercier chaleureusement, Bruno et Dominique, pour votre témoignage, parce que c'est important aussi d'avoir des éleveurs qui témoignent, qui présentent leur système, que ce soit les bons côtés comme les moins bons, pour avoir des billes pour tout le monde, pour pouvoir choisir. Et on voit bien que quand on parle maternité-liberté, maintenant, quel que soit un peu le système aussi, c'est un changement de système et donc un changement de conditions de travail et de choses comme ça. Mais ce qui transpire quand même dans vos trois témoignages, en comptant le témoignage de Noémie tout à l'heure, en effet, c'est la satisfaction vis-à-vis de la liberté détruite en maternité. Bah, sans doute que contrairement à la mise en liberté des gestantes, où moi j'ai été contraint à un moment de le faire, je dis pas que c'est un mauvais choix, mais là c'était un choix de ma part et du coup on a fait en sorte que tout aille pour le mieux et aujourd'hui bah, oui, c'est vrai que c'est une réussite. Rien ne nous obligeait, mais pour rien au monde on reviendra en arrière en fait, ni moi ni mes salariés. Mm. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, si jamais les participants ont d'autres questions, il ne faut pas hésiter à contacter Nicolas ou moi-même et on pourra répondre aux questions ou au moins les transmettre aux éleveurs en fonction à qui ça s'adresse. Merci beaucoup pour votre participation. Encore merci Bruno et Dominique. Et puis, à bientôt.